espace-temps. Et au nom d'Universcience, de l'Observatoire de Paris et de la Société astronomique de France, je vous souhaite donc bienvenue pour cette deuxième session. On fête les centenaires, le centenaire bien entendu de la relativité générale publiée par Albert Einstein en 1915. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Jean-Pierre Martin, je suis physicien de formation, je suis président de la commission de cosmologie et membre de la Société astronomique de France. J'ai le plaisir, l'énorme plaisir de vous présenter ce soir Jean-Pierre Luminet, qui est directeur de recherche au CNRS. Il a longtemps travaillé au LUT. Alors LUT, c'est un super nom, ça veut dire laboratoire, univers, théorie. Alors ça fait rêver, hein, formidable. Et il a quitté officiellement Meudon pour aller dans sa Provence natale, et il est en ce moment au LAM, laboratoire d'astrophysique de Marseille. Voilà. Jean-Pierre est un astrophysicien confirmé et s'est beaucoup intéressé à la topologie de l'univers, donc la forme de l'univers. Moi, je me rappelle ses premières conférences où il nous disait que l'univers, c'était un ballon de football. Je crois qu'il va nous répéter ce soir. Et alors, ballon de football, ça ne me disait rien. Et quand on ne comprenait pas, il disait, c'est un espace de points carrés. Alors, bon, je pense qu'il va nous expliquer tout ça. Un 2 décaèdre même de points carrés. C'était passionnant. Il a écrit aussi de nombreux livres sur l'histoire des sciences, la série des bâtisseurs du ciel, le rendez-vous de Vénus, ça c'est formidable, sur le passage de Vénus et Jean-Baptiste le Gentil de la Galésière, etc. C'est formidable. Un énorme bouquin sur les trous noirs. C'est aussi un artiste complet, poète, écrivain. Et comme il l'a dit dans un récent article, Einstein m'accompagne depuis toujours. Alors, il va nous le prouver ce soir en parlant de relativité et Big Bang. Je signale juste que dans le dernier numéro de l'astronomie, vous avez eu quelques exemplaires, mais pas celui-là, c'est celui qui est en cours, c'est celui du mois d'octobre. Il y a 2 articles de Jean-Pierre Luminet, et donc, je pense qu'il reprendra une partie de ce qui va être dit ce soir. Donc je lui laisse... alors la règle du jeu, oui, il est quelle heure? Comme on a démarré tard, en fait, vous pouvez parler 1h15 en gros, comme ça, et après, ça sera le temps des questions. Il faut absolument qu'on ait dégagé la salle à 21h. À 21h, ils lâchent les chiens dans les couloirs, donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne conférence. Oui. 21h, tout le monde soit dehors déjà. À 21h, oui, les chiens sont lâchés un peu avant. Donc à 21h, tout le monde doit être dehors. Voilà. Bon, je surveille le chrono. Voilà. Bien. Merci Jean-Pierre et aux organisateurs. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus, merci surtout d'avoir eu la patience de faire la queue à l'entrée, enfin, c'est un petit problème d'organisation. Voilà, je suis ravi donc de venir de Marseille pour vous parler de la relativité générale. Vous n'ignorez pas donc que nous traitons les centenaires. Donc voilà, je vais vous parler de la relativité générale et plus particulièrement de ses applications au modèle de la cosmologie, le fameux modèle de Big Bang. Et puis évidemment, je ne résiste pas au plaisir, ne serait-ce parce que j'y travaille dessus en ce moment, de vous parler de ce que l'on peut faire aujourd'hui, au-delà de la relativité générale, parce qu'évidemment, toute théorie, aussi belle et élégante soit-elle et aussi efficace soit-elle, n'est jamais définitive, et la relativité générale s'est révélée incomplète dans certains de ses aspects, et nous essayons aujourd'hui de l'améliorer, c'est-à-dire d'aller au-delà. Et donc ça, ce sera la deuxième partie. Il ne faut pas que je confonde le laser et le... Voilà. Alors, bon, petit rappel, alors vous avez eu, certains d'entre vous, j'imagine, étaient là dès la première conférence de l'historien des sciences, Jean-Yves Jasnet, qui a dû évidemment vous rappeler un petit peu les prémices de la relativité générale. Je rappelle simplement donc que nous sommes bel et bien dans le centenaire à un mois près, puisque les articles fondateurs, c'est-à-dire les articles dans lesquels sont parus pour la première fois les équations d'Einstein, les équations exactes, hein, parce qu'enfin Einstein y travaillait depuis 1907, et ce n'est qu'en
1915 qu'il a réussi à trouver les équations exactes de la relativité entre donc début novembre et le 25 novembre 1915. J'ai mis aussi une petite vignette qui montre David Hilbert, qui était un immense mathématicien à l'université de Göttingen, et qui a publié quelques jours avant, enfin plus exactement, il n'a pas publié, il a envoyé à également une revue scientifique allemande, quelques jours avant la publication d'Einstein, un autre article qui contenait également les équations exactes, qui sont malgré tout appelées aujourd'hui équations d'Einstein. Voilà. Et donc c'était il y a un siècle, et vous remarquez évidemment 1915-1916, on est aussi en pleine guerre mondiale, donc il faut bien voir aussi que cette théorie a émergé dans une Europe fort agitée. Et la science va être également, vous allez le voir, bien agitée par cette innovation. Voilà. Donc je rappelle, la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation, essentiellement. Jusqu'alors, on décrivait la gravitation dans le cadre de la théorie de Newton, en termes d'une force, la fameuse force d'attraction universelle, la même force qui fait tomber une pomme sur le sol, tourner la Lune autour de la Terre, tourner la Terre autour du Soleil, et ainsi de suite. Voilà. Et bon, avec quelques imperfections essentiellement conceptuelles d'ailleurs de cette théorie, donc il fallait envisager une autre manière de décrire la gravitation, et donc c'est essentiellement Einstein, et puis évidemment quelques autres contributeurs, mais c'est essentiellement l'œuvre d'Einstein, avec la relativité générale, qui a proposé un tout autre schéma de la gravitation, qui donc l'a décrit en termes d'une courbure de l'espace-temps. Alors, là, c'est une description différente, évidemment plus efficace, plus performante que celle de Newton. Finalement, la théorie de Newton n'est pas éliminée, mais elle n'apparaît que comme une approximation. Si vous voulez, elle est englobée dans la théorie de la relativité générale comme une approximation en champ gravitationnel très faible, comme celui du système solaire, par exemple. Ah oui, Jean-Pierre me fait le signe de tourner, autour de vous. Oui, mais là, c'est ok, je ne peux pas faire le tour complet. Voilà. Et donc, bon, très symboliquement, je vous ai mis ces deux petites images où l'on voit ici, en quelque sorte, le tissu de l'espace-temps. En l'absence de gravitation, on retrouve l'approximation newtonienne. Il n'y a pas de courbure, les rayons lumineux vont en ligne droite, et surtout, on a une géométrie parfaitement euclidienne. Et dès lors qu'il y a une masse, donc de la gravitation, un petit peu métaphoriquement ici, on voit que le tissu élastique de l'espace-temps est déformé au voisinage de la masse, et donc également les trajectoires, à la fois des rayons lumineux et les trajectoires des particules qui naviguent dans cet espace-temps courbé. Voilà donc un petit peu l'idée de base de la relativité générale. Non, je ne me souviens pas que c'était dans cet ordre-là. Ah oui, comme je n'ai pas d'écran de contrôle. Alors, les équations d'Einstein, ben voilà, elles s'écrivent sous forme extrêmement compacte. Vous voyez, c'est très simple. Hein. G mu égale 4 et mu. Alors, c'est un peu moins simple quand on regarde le détail, puisqu'en fait, à gauche, vous avez un objet géométrique, on appelle un tenseur, l'équivalent d'une sorte de matrice 4-4, donc à 16 composantes, qui décrit en fait toutes les propriétés géométriques de l'espace-temps, les propriétés de courbure essentiellement. Et puis, ben, la beauté et l'élégance de l'équation d'Einstein, c'est de dire qu'en fait, la partie géométrique est identifiée en fait au contenu matériel, en matière et en énergie. Et donc à droite, vous avez un autre terme, un autre tenseur, on appelle le tenseur impulsion-énergie, qui lui décrit la distribution de la matière et de l'énergie, y compris son mouvement. Voilà. Et donc, voilà, les équations d'Einstein disent que finalement, la matière-énergie courbe l'espace-temps, et les courbures de l'espace-temps dictent à la matière et l'énergie la façon dont elle doit se mouvoir dans cet espace-temps courbe. Alors, initialement, la théorie, elle est mal comprise, et comme toute théorie nouvelle, évidemment, il faut quelques tests expérimentaux. Je vais aller très vite, parce que là, j'imagine que Jean-Yves Jastel vous a parlé de cet aspect-là. Donc, parlons des succès de la relativité générale, c'est-à-dire les tests expérimentaux réussis. La relativité générale, comme toute théorie, se doit d'être à la fois rétroductive, c'est-à-dire expliquer des phénomènes déjà connus, mieux éventuellement que la théorie précédente, et puis surtout de faire de nouvelles prédictions. Donc le premier succès, c'est l'explication d'une anomalie observée sur la planète Mercure. On appelle ça l'avance du périhélio de Mercure. C'est une anomalie qui était connue depuis le milieu du 19e siècle et qui avait été notamment étudiée par le grand astronome français Le Verrier. Et donc ce sont les calculs relativistes qui donnent la valeur exacte et très précise de cette avance du périhélio de Mercure. Donc là, sur le périhélio de Mercure, c'est le fait que la grande ellipse
qui normalement doit être purement keplérienne. L'orbite de Mercure autour du Soleil tourne légèrement au cours du temps, et donc on appelle ça l'avance du périhélien. Le deuxième succès, c'est la prédiction de la déviation des rayons lumineux au voisinage du Soleil. Alors ce n'est pas une idée totalement nouvelle, parce que déjà dans la théorie de Newton, à la fois la théorie de la gravitation et puis sa description corpusculaire de la lumière, il imaginait que la lumière était aussi influencée par les champs de gravité, mais le calcul de la déviation d'un rayon lumineux passant au voisinage d'une masse importante, comme le Soleil par exemple, chez Newton était à peu près la moitié de celui qui est prédit par la théorie d'Einstein. Voilà. Et donc il y a également un test expérimental, et comme vous le savez, ce test expérimental a été réalisé en 1919 lors d'une éclipse totale du Soleil, puisque vous voyez ici que l'idée de base, on a ici par exemple le Soleil, à l'arrière-plan du Soleil on va observer des étoiles, dans leur position normale quand il n'y a pas le Soleil on les voit à un certain endroit, et au moment où il y a le Soleil, il y a un effet de mirage gravitationnel dont vous parlera, j'imagine, David Valls-Gabo dans une conférence future, appartenant à ces cycles. Vous avez donc une déviation des rayons lumineux. Et donc ça, c'est la fameuse éclipse du 29 mai 1919 qui a marqué le premier grand triomphe, en fait, à la fois scientifique mais également médiatique, de la relativité générale, et donc d'Albert Einstein, avec donc ces observations qui avaient été faites le long de la ligne de totalité qui allait du Brésil jusqu'à l'Afrique occidentale. Avec donc des valeurs, effectivement, de décalage apparent des étoiles placées à l'arrière-plan du Soleil, qui étaient effectivement absolument compatibles avec les calculs d'Einstein. Donc, deuxième succès expérimental. Troisième succès expérimental, pardon, trop vite, bien trop vite, voilà. Troisième succès expérimental, ça s'appelle l'effet Einstein, qui est en fait le décalage vers le rouge gravitationnel, c'est-à-dire le rayonnement, la lumière qui sort, caractérisée par un spectre, si vous voulez, à des fréquences, des longueurs d'onde, qui sort d'un champ de gravitation, doit être décalé vers le rouge, en fait, en sortant de ce champ de gravitation. C'est un phénomène plus difficile à mesurer, quand le décalage pour le Soleil, par exemple, est extraordinairement faible, difficilement mesurable. Donc en fait, les premières expériences qui ont vraiment mesuré ce décalage-là ont été réalisées dans les années 1960 seulement, et à l'échelle terrestre en fait, donc d'expériences de vaisseaux et les vagues. Et d'une certaine façon, les GPS que nous avons aujourd'hui, la plupart de nos véhicules, ou quand on porte en randonnée, etc., et qui, comme vous le savez sans doute, sont des instruments relativistes, et qui fonctionnent avec des calculs qui tiennent compte des corrections relativistes par rapport au GPS newtonien qui serait à jeter à la poubelle parce qu'il dériverait de plusieurs dizaines de kilomètres par jour. On a des GPS donc relativistes et qui utilisent en fait également cet effet de décalage des fréquences dans un champ de gravité. Puisque le champ de gravité au sol, là où il y a le GPS dans la voiture, n'est pas le même que le champ de gravité sur le satellite, la constellation de satellites artificiels où le signal GPS est envoyé. Bien. Et puis le quatrième succès, c'est la prédiction d'ondes gravitationnelles. Si vous voulez, la relativité générale nous dit qu'une masse donnée courbe localement l'espace-temps, dans l'endroit où elle est, mais également quand cette masse se déplace, qu'il y a une véritable dynamique, si vous voulez, des masses et de l'énergie, et bien la courbure elle-même se déplace et se propage sous forme d'ondulation de courbure qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qui sont certes d'extraordinairement faible intensité, et donc pour obtenir des ondes gravitationnelles significatives, et éventuellement mesurables et détectables directement, il faut des objets extrêmement condensés, compacts, c'est-à-dire au champ gravitationnel très fort, et animés également de vitesse relativiste proche de la vitesse de la lumière. Alors c'est le cas, par exemple, vous le savez sans doute, donc c'est le cas des trous noirs, mais pour l'instant on n'a pas détecté d'ondes gravitationnelles dans des trous noirs. On a détecté indirectement des ondes gravitationnelles émises par un célèbre objet qu'on appelle le pulsar binaire. Donc ce sont deux étoiles à neutrons en rotation, un couple d'étoiles à neutrons, donc des objets denses, des objets compacts. Et les ondes gravitationnelles émises en quelque sorte par le touillage de l'espace-temps à cause de ce mouvement dissipent un petit peu d'énergie orbitale, et donc voilà, les calculs relativistes expliquent parfaitement cette technique par l'émission d'ondes gravitationnelles. Et comme vous le savez sans doute, Hulse et Taylor qui avaient fait ces mesures dans les années 1970 ont obtenu le prix Nobel de physique. Voilà, mais au moins prix Nobel de physique relativiste, puisque, comme vous le savez, Einstein, lorsqu'il a eu le prix Nobel en 1921, ce n'était absolument pas pour ses travaux sur la relativité.
Voilà. Donc ça, je ferai très rapidement un petit peu la partie historique, hein, on rappelle sans doute tout ce que vous avez raconté à la chaîne. Maintenant, voilà, je vais développer d'abord, dans le premier temps, les deux problèmes essentiels de la relativité générale, enfin les deux problèmes, les deux questions ouvertes, les nouvelles posées par la relativité générale. L'une, c'est les fondements gravitationnels, conduisant à ces objets fascinants que sont les trous noirs. Alors, je dirais simplement quelques bribes, parce que vous aurez une conférence spécifiquement consacrée aux trous noirs par mon collègue Éric Bourgoulon dans quelques temps. Et puis après, je vous parlerai évidemment du problème cosmologique comme c'est annoncé. Et puis après, je vous parlerai au-delà de tout cela. Voilà. Alors le problème de l'effondrement gravitationnel, c'est évidemment, on dit, puisque la relativité générale nous dit que la courbure de l'espace-temps est liée quelque part à la... Enfin, pas quelque part, liée réellement à la densité, à la distribution des corps massifs, on peut se poser la question, imaginons un corps extrêmement massif, ou extrêmement dense, extrêmement compact, que devient la distorsion du tissu élastique de l'espace-temps, jusqu'où ça va? Alors vous avez sans doute, ou peut-être, que dans le premier savant qui a trouvé une solution exacte des équations de la relativité, c'est Karl Schwarzschild, c'était en 1916, donc à peine quelques semaines après la publication des équations du champ d'Einstein, et est censé décrire la structure, la géométrie courbe de l'espace-temps engendrée par une masse sphérique, statique. Voilà. Évidemment, à l'époque, Schwarzschild n'imagine pas que cette masse puisse être un trou noir, puis on a découvert plus tard que cette solution s'appliquait pour décrire finalement le trou noir le plus simple, dont je parlerai, qui s'appelle donc le trou noir aujourd'hui de Schwarzschild, un trou noir qui ne tourne pas. Alors pourquoi il peut y avoir ça? Tout simplement parce qu'il y a un processus physique qui lui se passe réellement dans l'univers à coup sûr, qui est l'effondrement gravitationnel. Et donc ce processus physique a été étudié après les propositions premières de Karl Schwarzschild par beaucoup de savants prestigieux. Je cite Chandrasekhar, par exemple, qui a étudié les fondements gravitationnels. Je cite Robert Oppenheimer également, qui en 1939 a fait le premier calcul vraiment relativiste des fondements gravitationnels pouvant conduire à ce qu'on sera appelé plus tard un trou noir. Et puis donc John Wheeler, par exemple, entre autres, à qui on doit justement la terminologie de trou noir, trou de verre, et tout un ensemble de termes liés à la fascinante physique de ces objets absolument relativistes. Alors, pour les replacer dans un contexte astrophysique, je rappelle en fait les fondamentaux de ce qu'on appelle l'évolution stellaire, la façon dont les étoiles évoluent. Donc ici, je vous ai mis un diagramme. Bon, il paraît compliqué, mais en fait, il est extrêmement simple. Si vous avez la masse d'une étoile, par exemple en unité solaire, donc là c'est la masse du Soleil, 10 fois la masse du Soleil, 100 fois la masse du Soleil, et ici vous avez la densité centrale qui règne dans les étoiles, et elle augmente en allant vers le bas. Ce qui est plus lourd, ça tombe, c'est normal. Voilà. Et donc la densité centrale du Soleil, c'est à peu près 100 grammes par centimètre cube, donc le Soleil est exactement là, au début de son évolution. Voilà. Alors après, au cours de l'évolution stellaire, comme vous le savez, les étoiles consomment le carburant, etc., etc., elles perdent de la masse, et puis surtout, ce qui compte, c'est qu'à la fin de leur vie thermonucléaire, le cœur de l'étoile n'est plus soutenu par la réaction thermonucléaire, et donc il connaît ce processus d'effondrement gravitationnel. Jusqu'où ça va? Eh bien, donc, toutes ces théories d'évolution stellaire, on dit qu'en fait, les étapes finales de l'évolution stellaire dépendent essentiellement de la masse initiale. Pour toutes les étoiles dont la masse initiale est inférieure à environ 8 fois la masse du Soleil, ça représente quasiment 90% des étoiles de l'univers, dont le Soleil, eh bien, l'effondrement s'arrête à un certain stade qu'on appelle le stade de la naine blanche, et qui a donc été très étudié par Chandrasekhar. Donc, c'est un état dense de la matière, mais pas complètement effondré. Pour les étoiles dont la masse est environ comprise initiale, entre 8 et disons 40 fois la masse du Soleil, le stade final d'effondrement est plus poussé que la naine blanche, s'appelle une étoile à neutrons, connue également, qui est le plan observationnel, sous le nom de pulsar, comme vous le savez sans doute. Ce sont également des états de matière extraordinairement condensés, mais qui ne sont pas des états complètement effondrés. Et les théorèmes de l'astrophysique et les lois de la physique nous disent qu'en fait, il existe des limites de masse maximum pour ces états. Alors par exemple, il y a une limite de masse maximum pour les naines blanches qu'on appelle une limite de Chandrasekhar, c'est 1,4 fois la masse du Soleil. C'est-à-dire qu'au-dessus de cette masse, la naine blanche n'est pas capable de supporter sa propre gravité, et donc elle doit s'effondrer dans un objet plus compact. Même chose pour les étoiles à neutrons, il existe une limite maximum, qui s'appelle la limite de Landau-Oppenheimer-Volkoff, qui est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil. Cela signifie que si vous prenez une étoile de masse initiale très élevée, supérieure par exemple à 40 fois la masse du Soleil, le cœur de cette étoile, qui évidemment sera moins massif, mais a toutes les chances d'être plus massif que 3 fois la masse du Soleil, mais lorsqu'il s'effondre, la physique connue n'offre pas d'alternative à l'effondrement total.
qu'on appelle donc le trou noir. Donc on a des processus astrophysiques qui expliquent la possibilité de formation de trous noirs d'origine stellaire. Alors par exemple, cette magnifique image récente montre un futur trou noir très probablement dans notre galaxie. C'est une étoile qui actuellement s'appelle Delta Carina. C'est une étoile hypermassive, 120 fois la masse du Soleil. Elle est hyper lumineuse, 5 millions de fois la masse du Soleil. Elle est déjà en très mauvaise santé, ça se voit tout de suite là. Elle va exploser dans un phénomène qu'on a appelé une hypernova, une énergie phénoménale, et le cœur de cette étoile, donc normalement, va s'effondrer pour former un trou noir. Voilà. Il s'est déjà peut-être effondré, elle n'a pas encore reçu le signal. Bien. Alors pour comprendre, ne soyez pas effrayés par ce schéma, en fait il est très simple, pour comprendre les propriétés relativistes essentielles des trous noirs, bon, j'ai pris évidemment le trou noir le plus simple, le trou noir statique, parfaitement sphérique, qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild, et qui donc, j'ai deux diagrammes ici, on appelle ça des diagrammes d'espace-temps, parce qu'ici vous avez le temps qui va vers le haut, et ici vous avez la partie spatiale. Ici c'est la surface, à 2 dimensions évidemment, d'une étoile qui s'effondre gravitationnellement. Voilà. Et donc, il existe un moment critique dans l'effondrement où l'étoile se transforme en trou noir. Et toute la matière de l'étoile reste piégée dans cette sorte de tube gris qui représente en fait l'intérieur du trou noir, qui est délimité par une surface qu'on va appeler l'horizon des événements. Alors pourquoi horizon des événements? Ça veut dire que tous les points de l'espace-temps à l'intérieur de cette zone, qui sont donc, c'est pas quelque chose de bizarre, tous les points à l'intérieur de cette zone, qui sont des événements, puisque ce sont des points de l'espace-temps, sont inaccessibles pour un observateur extérieur, donc ils sont au-delà d'un certain horizon. Donc pour tout observateur extérieur, la surface d'un trou noir représente un horizon des événements. Alors, une première description possible de l'effondrement, c'est reprendre un petit peu l'analogie du tissu élastique, et à mesure que l'objet s'effondre, la distorsion devient de plus en plus grande, et au moment de la formation d'un horizon, éventuellement d'un trou noir, on a une sorte de nœud de l'espace-temps, un puits gravitationnel qui se forme, et qui à un certain moment, avant éventuellement de former au centre ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un nœud de courbure infinie, va former un horizon des événements, qui va déconnecter en fait l'intérieur de ce qui va se passer ultérieurement du reste de l'univers. Voilà. Et donc c'est ça en fait le trou noir. Le trou noir, c'est pas une singularité centrale, c'est un volume de l'espace-temps qui est délimité par une surface un peu bizarre, l'horizon des événements. Quand on est en dehors de cette surface, eh bien on ne peut pas voir ce qui se passe au-delà de cet horizon. Donc c'est la raison pour laquelle le trou noir est un piège à matière et à lumière, et ça c'est mieux expliqué par un diagramme d'espace-temps un peu plus compliqué que j'ai mis à droite, où cette fois-ci on voit ce qu'on appelle les cônes de lumière, c'est-à-dire qui dictent un petit peu les trajets possibles des rayons lumineux, qui s'échappent par exemple de la surface de l'étoile en effondrement, et qui sont captés par exemple par un astronome lointain, ou pas forcément lointain, juste un astronome extérieur au trou noir, par exemple qui a une orbite circulaire autour du trou noir et qui observe tout ça. Et vous voyez que, oh décidément je n'appuie jamais sur la bonne touche, voilà. Vous voyez que lorsque les rayons sont émis à intervalles réguliers en temps propre, vous avez une horloge sur la surface de l'étoile, qui par exemple toutes les secondes émet un flash lumineux, eh bien les temps de réception, eux, sont différents, ils deviennent de plus en plus grands à mesure que l'effondrement se poursuit. Et précisément la définition de la formation du trou noir, c'est le moment où le rayon lumineux va être tellement étiré qu'il ne va plus arriver à sortir, il reste piégé. Et vous voyez que les cônes de lumière qui dictent en fait les trajets des rayons lumineux dans l'espace-temps sont tellement inclinés vers l'intérieur que tout converge vers l'intérieur du trou noir. C'est pour ça que donc, tout observateur extérieur, il peut éventuellement suivre les étapes préliminaires de l'effondrement, mais une fois que le trou noir est formé, ça, pour son histoire à lui, c'est rejeté dans le futur infini. Donc on ne verra, même s'il y a des trous noirs qui, en temps propre, ce qu'on appelle le vrai temps, c'est le temps propre, se sont formés bel et bien dans l'univers, comme nous le dit l'astrophysique. Je n'ai pas le temps de développer ce sujet-là aujourd'hui, parce que je parler d'autres choses. Mais donc, nous en pratique, l'observateur, on ne verra jamais l'état réel du trou noir, parce que c'est pour nous, c'est rejeté dans un futur infini. Alors, il n'y a rien d'étonnant ou de bizarre là-dedans, c'est un effet un peu poussé à son extrême de l'élasticité du temps et de l'espace qui est prédit par la relativité générale. Un champ gravitationnel, de même que les vitesses proches de la vitesse de la lumière en relativité restreinte, distordent de l'espace et le temps. Et donc les mesures du temps ne sont pas les mêmes pour un observateur au repos, un observateur qui bouge, un observateur qui est dans un champ de gravitation faible, un observateur qui est dans un champ de gravitation fort. Il y a donc une distorsion temporelle et il y a également une distorsion spatiale.
Alors parmi les distorsions temporelles connues, il y a justement cette distinction énorme entre qu'on peut appeler le temps propre et le temps apparent. Donc le temps propre, c'est le vrai temps mesuré par un astronaute qui sacrifierait sa vie pour explorer un trou noir. Donc il mesure son temps de chute avec son horloge, et il mesure un temps de chute parfaitement fini. En revanche, son copain qui reste à l'extérieur, qui observe la scène, lui, il voit un temps, le temps apparent, en fait, un temps indéfiniment étiré, et il ne verra jamais son collègue à franchir même l'horizon des événements. Et a fortiori, il ne verra jamais ce qui se passe au-delà. Donc c'est on appelle ça un phénomène de gel temporel. Alors il y a également des phénomènes de distorsion de l'espace, puisque en fait la relativité générale nous dit que la matière et l'énergie déforment l'espace-temps, hein, une combinaison d'espace et de temps. Alors une des illustrations astrophysiques de la distorsion de l'espace, c'est les forces de marée. L'équivalent des forces de marée que l'on connaît bien au niveau du système Terre-Lune, le trou noir également engendre des effets de marée tout à fait extraordinaires. Et j'ai beaucoup étudié ça dans les années 1980 avec mes collaborateurs sur la façon dont une étoile qui pourrait pénétrer dans une zone autour d'un trou noir géant, comme ce dont nous sommes les distances dans le centre des galaxies, à l'intérieur de cette zone qu'on appelle un rayon de marée. Est-ce que la vidéo peut démarrer? Voilà. Une étoile. Ah oui, c'est vrai qu'il faut sortir du PowerPoint. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est laquelle? Ah ben c'est l'autre. Voilà. RJ, voilà. RXJ. Voilà. Bon. Voilà. Donc voilà, on a une étoile dans une orbite parabolique par exemple. Évidemment, c'est une animation de la NASA extrêmement simpliste par rapport à la réalité des calculs qu'on avait fait dans les années 80. Mais toujours est-il qu'on la voit revenir, et là, voilà, elle rentre dans le rayon de marée et elle est écrasée par le champ gravitationnel, et elle va être détruite. Pourquoi elle est détruite en fait? C'est parce qu'en fait, c'est l'espace-temps lui-même qui est étiré. On peut sortir de la vidéo et revenir sur le PowerPoint, merci. Voilà. C'est l'espace-temps lui-même qui est étiré dans le champ gravitationnel, distord l'espace. Donc tout objet qui est dans l'espace, il est lui-même, il épouse la forme de l'espace, et donc l'étoile qui épouse ces distorsions-là. Et on avait appelé ça les crêpes stellaires flambées, puisqu'en fait, on avait montré que les étoiles étaient essentiellement aplaties dans leur plan orbital, et donc ça devenait une sorte de crêpe gazeuse, puis après ça finissait par exploser en donnant une grande libération d'énergie, donc un petit peu comme une crêpe stellaire flambée. Voilà, c'était le passage à la gastronomie stellaire. Voilà. Et donc ces calculs que nous avions fait, des calculs à l'époque totalement théoriques que nous avons fait en 82, ont été corroborés une quinzaine d'années plus tard par des observations de noyaux actifs de galaxies lointaines, où on observe aujourd'hui, quasiment chaque semaine, des flambées d'étoiles qui sont interprétées par des crêpes stellaires flambées. Bon. Un deuxième travail que j'ai fait, qui était même antérieur, c'est le fameux problème de la visualisation des trous noirs. Bon, je ne veux pas revenir sur les plus anciens travaux, mais juste quand même pour mentionner, puisqu'on en a reparlé récemment, la possibilité de visualiser les trous noirs. Alors non pas par l'observation astronomique directe, ça c'est un sujet dont vous parlerez avec Boulon, puisque les trous noirs en fait ils ont une taille angulaire extrêmement petite, puisque ce sont des objets très compacts. Le plus gros trou noir géant, le plus proche trou noir géant, c'est le trou noir au centre galactique, il a 30 000 années-lumière, et même s'il fait 10 millions de kilomètres de diamètre, il faut une résolution angulaire absolument invraisemblable pour voir ce qui se passe dans les parages. Et il y a un projet, on ne sait absolument pas ces possibilités techniques d'observer un jour des trous noirs de loin. Alors donc, on peut faire des simulations numériques. Et j'ai été le premier, vous le savez peut-être, à faire justement un vrai calcul de relativité générale, en calculant la forme qu'aurait un disque de gaz, un peu comme les anneaux de Saturne, si vous voulez, même si Saturne c'est pas du gaz, mais enfin un anneau brillant autour du trou noir, mais en tenant compte évidemment de la déviation des rayons lumineux, la courbure de l'espace-temps, etc. Et donc j'avais obtenu avec les ordinateurs de l'époque cette image qui est un petit peu un classique donc de l'imagerie des trous noirs. Ces travaux ont été repris par plein de chercheurs, dont notamment mon collègue Jean Lemar qui a fait ça en couleur et en animation, avec des films magnifiques. Et puis, si vous aimez la science-fiction, vous êtes peut-être allé l'année dernière au cinéma voir le film dont on avait beaucoup parlé, Interstellar, dans lequel Hollywood, ils ont repris ces calculs avec des ordinateurs beaucoup plus performants, et ils ont, en négligeant quelques effets physiques, parce qu'ils pensaient que le public ne les comprendrait pas, ils ont un peu simplifié les choses, ils ont obtenu donc ces images de trous noirs, ces simulations
de trous noirs, qui évidemment ne seraient visibles que si on pouvait voyager dans un vaisseau spatial et s'approcher suffisamment près de ces objets exotiques. Et puis pour finir avec les trous noirs, pour avant de passer à la cosmologie, un petit mot maintenant sur comment est déformé l'espace-temps dans le trou noir, et non pas seulement à l'extérieur. Alors ici, j'ai rappelé un petit peu la métaphore du tissu élastique, si vous voulez. Donc on a ici le canevas de l'espace-temps, en haut, ici. Peut-être que je pourrais montrer un peu là, si de côté. Voilà, le canevas de l'espace-temps. Dès qu'on a un objet massif, même si c'est la Terre, c'est pas très massif, et ça déforme légèrement le canevas. Voilà. Et donc, il y a des techniques mathématiques qui représentent précisément la façon dont le tissu est incurvé par la présence d'une masse. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est la zone en rouge, c'est la zone occupée par une étoile, par exemple, une étoile sphérique. Et puis, la zone extérieure, c'est la zone vide, la zone de l'espace-temps, mais dont la structure géométrique, évidemment, est affectée, et on le voit ici par les cercles et les rayons radio. Alors ça, c'est un objet normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas effondré gravitationnellement. Et l'énorme surprise, et c'est arrivé très vite, dès 1917, l'énorme surprise, c'est quand on utilise cette technique de visualisation de la courbure pour représenter un trou noir, le trou noir de Schwarzschild, ça a été découvert dès 1916, on obtient ça. Voilà, qu'on appelle le paraboloïde de Dochamp. Ça a été étudié plus tard par Einstein et Rosen, on a appelé ça les ponts d'Einstein et Rosen, et aujourd'hui, comme vous le savez probablement, on appelle ça des trous de verre. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'au moins dans une situation mathématiquement idéalisée, ça ne veut pas dire que l'univers réalise vraiment ce genre de choses, parce que les trous noirs existent bel et bien dans l'univers. En revanche, ces structures-là dans les trous noirs, qui de toute façon ne sont pas accessibles à l'observation, restent des solutions mathématiques des équations. Elles sont fascinantes parce qu'elles nous disent que le fond d'un trou noir n'est pas forcément bouché par une singularité, une sorte de nœud de l'espace-temps, ou nœud de courbure infinie, où toute la matière et l'énergie seraient indéfiniment compactées. Mais dans certaines situations, et notamment pour les trous noirs qui sont en rotation, il pourrait y avoir donc ce genre de structure ici, qui permettrait en fait de rentrer dans un trou noir et de ne pas rester piégé dedans et de ressortir ailleurs, dans une sorte de symétrie temporelle d'un trou noir, qu'on peut appeler trou blanc, mais encore mieux, fontaine blanche. Et puis donc, le sujet, comme vous le savez, a été repris dans les années 60, notamment par John Wheeler, qui a donné justement le terme de trou de verre, wormhole, dont après s'est emparé la science-fiction. Voilà, c'est l'idée qu'en fait, le trou noir puisse connecter en fait deux régions différentes du même univers. Voire dans des théories nouvelles, ça j'ai pas le temps d'en parler, théories du multivers, dans des univers différents. Et le trou de verre serait donc cette structure topologique un petit peu particulière qui permettrait de passer d'une région à l'autre. Mais ce qui était fascinant dans cette affaire-là, c'est que ces structures-là, mathématiques, si elles existent, permettraient enfin d'espérer voyager un jour loin dans l'espace et dans le temps, parce que vous savez qu'on est limité par la vitesse de la lumière et tous les objets sont lointains. Or, il se trouve que les trous de verre offrent la possibilité de raccourci spatio-temporel, c'est-à-dire que pour aller de A à B dans cet espace-temps, si on emprunte le chemin normal hors trou noir, pour des siècles ou des milliers d'années, et s'il y a un trou de verre qui relie ces deux régions-là, et si ce trou de verre peut réellement être emprunté sans danger par des particules élémentaires ou encore mieux un vaisseau spatial, comme on l'a vu dans la science-fiction parfois, eh bien on peut aller de A à B en quelques heures, sans violer les lois de la relativité, c'est-à-dire sans dépasser la vitesse de la lumière, c'est simplement une distorsion extrême issue de l'espace-temps qui serait permise par ces objets relativistes. Donc vous voyez que déjà la relativité générale, par rapport à la théorie gravitationnelle de Newton, offre déjà des perspectives absolument fascinantes, avec donc, ces structures spatio-temporelles, ces courbures énormes engendrées par les trous de verre. Bon, c'est un sujet évidemment sur lequel on pourrait faire toute la conférence, mais je vais en parler de cosmologie. Voilà. Mais donc, si vous êtes amateur de science-fiction, vous avez évidemment sans doute vu des films ou des séries où on parle de Porte des Étoiles, de Stargate et compagnie. C'est juste cette transposition un peu fictionnalisée de cette idée de structure spatio-temporelle liée au trou de verre. Bon, alors maintenant, le sujet principal. Voilà, la deuxième question, c'est la théorie cosmologique. La théorie cosmologique, c'est d'appliquer la théorie d'Einstein, non pas localement, décrivant le tissu de l'espace-temps autour d'un objet, par exemple, mais globalement. Voilà. Alors il se trouve que l'univers il est rempli d'une distribution à peu près uniforme de masse et d'énergie. Par exemple, les galaxies, comme vous voyez, le cliché de fond, c'est une image extraordinaire où on voit un petit coin de ciel dans lequel il n'y a que des galaxies. Vous voyez qu'elles sont réparties à peu près uniformément. Et puis c'est partout pareil. Voilà. Donc c'est ça la théorie cosmologique.
grâce à cette distribution uniforme, homogène et uniforme de la matière dans l'univers, on peut trouver une solution exacte des équations d'Einstein qui va être capable de décrire la structure de l'espace-temps, la courbure de l'espace et la courbure temporelle de l'espace qui, lui, cette fois-ci, est rempli entièrement d'une distribution homogène de matière et d'énergie. Voilà. Et donc, en termes techniques, on dit que ces propriétés d'homogénéité, d'isotropie, distribution, donc homogène, etc., engendrent techniquement, en fait, une courbure de l'espace, mais qui est constante partout, en chaque point. Voilà, le tissu de l'espace va être globalement courbé par cette distribution uniforme. Donc finalement, ça veut dire que mathématiquement, il n'y a que trois solutions. Soit la courbure elle est positive, soit elle est négative, ou soit à la limite, elle peut être nulle, éventuellement. Alors un espace à courbure positive sont des espaces qui avaient été étudiés au XIXe siècle, notamment par Riemann. Ce sont des géométries non euclidiennes, hein, puisque les lois habituelles de la géométrie euclidienne ne sont plus valables dans un espace à courbure positive. On appelle ça des espaces sphériques, puisque évidemment, à deux dimensions, la surface du biosphère est un espace évidemment sphérique. Un espace à courbure négative s'appelle un espace hyperbolique. À deux dimensions, ça peut se visualiser par l'intérieur d'une selle de cheval, par exemple. Et puis le cas extrêmement particulier entre les deux, on retombe sur la géométrie habituelle, l'espace euclidien, donc qui est sans courbure. Donc a priori, l'espace cosmique, si on suit la relativité générale, a priori, donc il est soit sphérique, soit euclidien, soit hyperbolique. Voilà. Et du coup, Albert Einstein est le premier à calculer une solution cosmologique de ces équations. C'est en 1917. Il suppose donc la courbure positive, c'est-à-dire qu'en fait il a un modèle d'espace qu'on appelle une hypersphère. C'est un modèle d'espace fini mais qui n'a pas de bord, dans le cas de l'hypersphère, caractérisé par un certain rayon. Il imagine que cette hypersphère est remplie d'une distribution uniforme de matière, donc d'une densité constante. Il n'imagine pas que cette hypersphère puisse varier de rayon, donc une hypersphère disons statique, qui va rester invariable au cours du temps. Et pour ça, il est bien embêté, parce que dans la version initiale de ces équations, qu'il avait publiée en 1915, décidément, version initiale de ces équations, qui était celle-là, eh bien, en fait, ça ne marchait pas. Son hypersphère, elle se mettait à gonfler ou à se contracter, elle n'était pas statique. Et donc j'ai dit, ben, alors je vais forcer mon hypersphère à être statique, et il a introduit un terme supplémentaire qu'on appelle la constante cosmologique. Et donc il a modifié la structure de ces équations, mais de façon absolument compatible et cohérente mathématiquement, pour forcer son modèle d'univers à être statique. Alors, on le comprendra par la suite, c'est une erreur sur le plan de la cosmologie, mais c'est une intuition de génie sur le fait d'avoir introduit une constante cosmologique qui jouera par la suite, mais beaucoup d'années plus tard, un rôle absolument fondamental dans une meilleure compréhension de l'univers. La même année, donc ça c'est le premier modèle cosmologique. La même année, un astronome théoricien hollandais qui s'appelle Willem de Sitter calcule une autre solution exacte. Alors elle est différente, simplement parce que lui suppose qu'on a aussi une hypersphère mais qui est vide. Il n'y a pas de matière du tout. Oui, mais alors il faut bien la remplir de quelque chose. Eh bien, il a rempli d'une constante cosmologique qui simule une forme d'énergie. Une forme d'énergie un peu particulière, comme on le verra, mais donc ça simule quelque chose. En fait, elle le simule et elle induit un effet qui ressemble à une accélération, une expansion accélérée de l'espace. Mais c'est aussi en fait un modèle statique. Alors ça, c'est des prémices de la cosmologie relativiste avec deux modèles d'univers statique. Le problème, c'est qu'en fait, la cosmologie va exploser un peu plus tard grâce au véritable père fondateur du Big Bang. Donc j'ai écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, je le rappelle ici, les inventeurs du Big Bang, c'est Alexander Friedman, un russe, Georges Lemaître, le belge, Edwin Hubble, l'observateur américain, et un peu plus tard Georges Gamow, américain d'origine russe, élève de Friedman, qui introduit la physique nucléaire pour décrire l'univers primordial, calculer la genèse des éléments chimiques. Voilà. Donc on a la grande histoire maintenant de la cosmologie relativiste qui commence avec ces personnages-là. Alors en fait, la découverte essentielle, d'abord due à Friedman et à Lemaître, la découverte théorique, la prédiction théorique essentielle, qui est un calcul, hein, tout simplement, on résout les équations de la relativité générale en toute généralité, en mettant ou pas une constante cosmologique, mais sans chercher à l'ajuster particulièrement à une valeur précise. La grande découverte, c'est qu'en fait, en toute généralité, l'univers ne peut pas être statique. Il est dynamique. Tout simplement parce que, je répète, la matière et l'énergie, ça courbe l'espace-temps.
pas seulement l'espace. Alors même quand on montre des images de tissu élastique, on voit que la partie spatiale qui est déformée. Et comment ça se traduit, le fait que le temps lui-même il est influencé par la matière-énergie, il est courbé, la courbure du temps, ben c'est une dynamique. Et ça veut dire que la courbure du temps, si vous prenez un tissu presque plat par exemple, eh bien, en fait, automatiquement, soit ce tissu il est en expansion, ou éventuellement, dans d'autres configurations, voilà, il peut être en contraction. Donc voilà, le tissu de l'espace-temps n'est pas statique. Et donc on va émerger, on va voir émerger les futurs modèles relativistes de Big Bang. Alors juste avant ça, il faut des observations astronomiques, comme vous le savez, des observations astronomiques faites dans les années 1920 par Hubble et de nombreux collaborateurs dont on a un petit peu oublié parfois l'existence, montrent qu'en fait il y a un phénomène observé, qu'on appelle le décalage vers le rouge des galaxies, qui s'interprète en fait par une dilatation des tissus spatiaux. Voilà, en tout cas, c'est interprété correctement par Georges Lemaître et pas par Edwin Hubble qui fait ces observations. Edwin Hubble, lui, il ne comprend pas la relativité générale, c'est un observateur, c'est pas un théoricien, il pense que ce sont vraiment les galaxies qui s'éloignent à grande vitesse de nous. Et Lemaître explique en fait que ce que l'on observe, c'est l'expansion du tissu spatial qui donne l'impression qu'effectivement les objets se séparent entre eux à grande échelle dans l'univers, et c'est une conséquence absolument incontournable des solutions cosmologiques de la relativité générale. Voilà, donc c'est ça l'idée de l'univers en expansion. Donc dans ce diagramme d'espace-temps, le temps file vers le haut, et donc à mesure que le tissu se dilate, les séparations 2 à 2 entre les galaxies augmentent au cours du temps. Donc il n'y a pas de centre d'expansion, on n'est pas au centre d'une grande explosion qui projetterait toutes les galaxies lointaines dans une direction éloignée. Le tissu se dilate de partout. Que l'espace soit fini ou infini, question non encore résolue, il se dilate en chaque point, il n'y a pas de centre ni de bord d'extension. L'exploit que fait Georges Lemaître au tout début des années 30, c'est de remonter le film à l'envers. Il se dit, ben, d'accord, ok, aujourd'hui on observe une expansion, dans le futur, mais si je remonte le film à l'envers, l'espace est en contraction. Et jusqu'où? Il imagine donc une configuration initiale qu'il va appeler initialement l'atome primitif, c'est-à-dire une configuration de l'univers, une époque finie dans le passé, cette fois-ci, extrêmement chaude, extrêmement dense, pas infiniment petite, parce que ça, on sait que c'est une extrapolation mathématiquement impossible, mais une configuration extrêmement concentrée de l'univers primordial, que l'on appellera plus tard le Big Bang. Après, évidemment, maintes hésitations et maintes refus de la communauté astrophysique et physique vis-à-vis de la proposition de Lemaître. Ça, je n'ai pas le temps d'en parler, je le raconte longuement dans mes ouvrages. Donc on travaille depuis cette époque-là sur les modèles de la cosmologie, sont appelés des modèles de Friedmann-Lemaître, qui dépendent essentiellement de deux paramètres, la courbure de l'espace et là ce qu'on appelle le paramètre de densité qui en fait mesure la densité d'énergie sous toutes ses formes contenues donc dans l'univers. On la ramène à une certaine valeur critique et donc voilà. Donc quand ce paramètre de densité est supérieur à la valeur critique, que l'on normalise à 1, on a automatiquement une courbure de l'espace positive, donc on a un espace sphérique, et l'évolution temporelle, c'est soit un univers en expansion-contraction, un univers fermé, ou soit un univers en expansion perpétuelle, si on a une constante cosmologique suffisamment grande. Et puis ici, vous avez les cas analogues voilà, pour l'espace hyperbolique, avec le paramètre de densité inférieur à la densité critique, et puis là, le cas extrêmement particulier, un cas matière. Donc ça, ces modèles ont été discutés pendant des décennies, il n'y avait pas de mesure suffisamment précise pour savoir si on était dans tel ou tel cas de figure. Et comme vous le savez sans doute, les observations les plus récentes, donc je vais trop vite. Je reviens juste en arrière là-dessus, un petit peu quelques étapes clés de la compréhension de la cosmologie relativiste d'aujourd'hui, maintenant le monde moderne. Elles sont essentiellement dues à Georges Lemaître, dans une série d'articles tout à fait fulgurants, mais mal lus en leur temps. Ça, c'est parce que certains de ces articles étaient également rédigés en français. En 1931, il publie un article très court, à peine une page, qu'on peut considérer comme la charte du Big Bang, dans la célèbre revue Nature, qui s'appelle Quantum Birth of the Universe, la naissance quantique de l'univers. On connaît à cette époque les prémices de la physique quantique, mais qui n'est pas encore complètement développée, et Lemaître a l'intuition géniale que, en fait, ce que sera appelé plus tard le Big Bang, c'est-à-dire le début de la phase d'expansion de l'univers, l'atome primitif, doit être régi par des phénomènes quantiques.
Mais cette compréhension échappe encore, évidemment, à l'époque de Lemaitre, d'ailleurs ça échappe toujours aujourd'hui, j'en parlerai à la fin, et donc il fait cette proposition de la naissance quantique de l'univers. Voilà. Après, il développe des idées absolument fondamentales en 1933 pour étudier notamment les problèmes de formation des galaxies, etc. En 1934, un article quasiment pas lu, et pourtant fondamental, où il considère que la présence théologique joue un rôle absolument essentiel dans la structure de l'espace-temps, et il comprend que c'est probablement l'énergie qui vient de vide quantique. Enfin, une idée qui ne sera redécouverte que plusieurs décennies plus tard par des théoriciens. La cerise sur le gâteau, c'est le travail, c'est l'apport de la physique nucléaire là-dedans. Donc, Gamow, physicien nucléaire, et puis ses collaborateurs, Alfer et Hermann, en 1948, comprennent que les états chauds de l'univers primitif permettent en fait de synthétiser les premiers noyaux des éléments légers, l'hydrogène, l'hélium et leurs isotopes, le deutérium, etc., ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Vous savez peut-être qu'à cette époque, il y a eu un énorme débat et une grande dispute avec d'autres astrophysiciens qui avaient calculé à juste titre que les éléments chimiques se formaient dans le cœur des étoiles, par les réactions thermonucléaires. Alors ils pensaient que tous les éléments chimiques se formaient dans les étoiles, les autres pensaient que tous les éléments chimiques se formaient dans le Big Bang. En fait, il y avait tous les deux un petit peu raison et un petit peu tort. En fait, on sait aujourd'hui que seuls les éléments légers se sont formés dans le Big Bang, dans la nucléosynthèse primordiale, à peu près 3 minutes après le début du Big Bang. Et après, c'est tous les autres éléments, à partir du carbone, qui se sont formés plus tard au cœur des étoiles. Et puis surtout, Gamow, Alfer et Hermann ont fait cette prédiction extraordinaire d'un rayonnement de fond cosmologique qui est le vestige, en fait, de l'univers primordial, qui initialement avait été très chaud, qui est devenu transparent dans un certain moment, qui a émis donc un rayonnement, et qui reste aujourd'hui en tant que rayonnement de fond, un rayonnement fossile, caractérisé par une certaine température extrêmement basse. Donc on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, qui décrit finalement donc cette histoire. À partir d'une configuration initiale qui reste inconnue, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de singularité, vous savez bien que le vrai Big Bang, ce n'est pas un point infiniment petit dont tout va sortir, c'est une naturalité physique, c'est juste une extrapolation, et donc ça veut dire qu'il faut faire mieux que la relativité générale si on veut un jour décrire ce qui se passe réellement au tout début de l'univers, qui n'est d'ailleurs pas forcément le début comme on va le voir, donc on va y en prendre d'interrogation. Mais ce qui est intéressant, c'est que mettons qu'on mette le point zéro, le temps zéro à ce point d'interrogation, le début de l'expansion de l'univers. C'est un vrai temps, peut être mesuré par des horloges atomiques, etc., etc. Mais on sait qu'au bout de quelques milliardièmes de secondes, à peine, on a une physique, la physique des énergies, qui commence à décrire de façon pertinente les choses qui ont pu se passer dans l'univers fréquental. Et donc on a aujourd'hui un schéma absolument époustouflant qui nous raconte de l'évolution cosmique à partir donc de ces tout premiers milliardièmes de secondes, comme on le verra, peut être testé en plus dans des appareils comme le NHC, donc le grand collisionneur du CERN, jusqu'à aujourd'hui, la formation des galaxies, etc., et puis après extrapolé dans le futur. Alors dans ce schéma-là, il y a en fait deux étapes absolument essentielles. Une toute première étape, celle-là, de 0 à 380 000 ans, dans laquelle l'univers jeune est tellement chaud, tellement dense, il est opaque. Tout simplement, on a un plasma qui mélange des protons, des électrons et des photons. Les photons restent prisonniers, ne pas se propager dans ce plasma. Et donc l'univers, dans cette phase, il est totalement opaque. Ça veut dire qu'on n'en recevra jamais de signal électromagnétique, j'entends. Vous pouvez éventuellement en recevoir des signaux sous forme d'onde gravitationnelle ou de neutrinos, mais ça, c'est pas encore pour aujourd'hui. Heureusement pour l'astronomie, l'univers est devenu transparent. À cette époque-là, donc découplage entre la matière et le rayonnement. Voilà. Et l'astronomie donc nous permet à partir d'aujourd'hui de remonter dans le passé de l'univers, et nos observations butent évidemment sur la transition, le moment où l'univers pour la première fois a émis de la lumière. Voilà. Donc le fiat du luxe cosmologique, c'est 380 000 ans après le Big Bang. Et précisément, cette lumière qui initialement a été émise lorsqu'il faisait à peu près 3000 degrés partout dans l'univers, aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, la température globale a diminué d'un facteur 1000, et donc la température de ce rayonnement de fond, c'est de 3 degrés, mais 3 degrés, c'est pas des Celsius, c'est de 3 degrés absolus, c'est-à-dire 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins de 170 degrés. Et tout cela, donc, est aujourd'hui vérifié et observé dans des cartes spectaculaires qui ont été obtenues, d'abord en 2003 par un satellite de la NASA, WMAP, et puis plus récemment par un satellite européen, Planck,
Vous voyez, on a les mêmes cartes, mais simplement avec une finesse de grain beaucoup plus grande dans le deuxième cas. Alors qu'est-ce qu'on voit? Apparemment, a priori, c'est pas très spectaculaire, c'est pas des belles images astronomiques, mais c'est sans doute l'image astronomique la plus extraordinaire pour l'instant jamais acquise, puisqu'on voit là l'origine de toutes les structures astronomiques que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on a codé par des fausses couleurs, ce rayonnement, il est dans le domaine des micro-ondes. Donc on embarque dans l'espace, des télescopes à micro-ondes, etc., qui mesurent en fait tout autour de la voûte céleste. Là, ici, on a une demi-voûte céleste, on complète également par le bas. On mesure en chaque point de cette voûte céleste la température précise, en fait, qu'il y a, hein, avec une précision du millionième de degré. Hein, des instruments extraordinairement. Et on va voir les infimes variations de cette température tout au long de la voûte céleste. Puis après, on en fait une carte, on l'aplatit à 2 dimensions, et donc on a ça. Et donc on a codé par des fausses couleurs les minuscules variations de la température, du rayonnement de fond, qui sont des variations de l'ordre du 100 millième de degré. Voilà. Donc c'est une carte extraordinairement précise. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que ces variations-là, ces petits, ces grumeaux, ces excès de densité sont des grumeaux de matière également. Hein, comme dans une soupe extraordinairement lisse, mais vous avez des petits grumeaux. Et bien c'est à partir de ces grumeaux que tout s'est formé par la suite. Donc ces grains de lumière initiaux expliquent un petit peu la formation de toutes les structures qui se sont formées ultérieurement dans l'univers. Donc dites-vous bien, c'est l'image électromagnétique la plus lointaine que l'on puisse obtenir, et on l'a déjà obtenue dans le domaine des micro-ondes. Et on a aujourd'hui des observations et des théories qui permettent de calculer après l'évolution de ces grains, poursuivre après l'évolution, la condensation de ces grains, première génération d'étoiles, première galaxie, formation des amas de galaxies, et intégrer tout ça jusqu'à aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard. Ça, c'est vraiment le triomphe de la cosmologie relativiste. Et alors, ces cartes nous en disent encore plus sur la structure de l'univers, parce que, d'une certaine façon, quand on voit ça, on voit d'une certaine façon les modes vibratoires du jeune univers, le plasma chaud où il a vibré sous l'effet du Big Bang, il y a eu des ondes de gravitation, des ondes électromagnétiques, il y a eu même des ondes acoustiques, parce qu'en fait à cette époque l'univers était suffisamment dense pour qu'il puisse y avoir des ondes acoustiques qui se propagent dans l'espace. Alors qu'aujourd'hui évidemment l'espace n'est pas assez dense pour qu'on puisse écouter des sons dans l'espace. Et donc toutes ces ondes-là font vibrer, ce que j'appelle parfois le tambour cosmique, de la même façon que à la surface d'un vaste tambour, si vous répartissez du sable dessus, vous faites vibrer votre tambour, et le sable va former des structures. Et vous allez analyser harmoniquement, vous faites une décomposition harmonique des structures pour trouver la fondamentale, etc., et les harmoniques d'ordre supérieur. Voilà. Et donc c'est un travail que l'on peut faire aujourd'hui, à étudier les harmoniques cosmiques du rayonnement fossile pour en déduire les paramètres fondamentaux de l'univers, c'est-à-dire les propriétés du tambour cosmique. Comment on l'a frappé, depuis combien de temps il a vibré, et ainsi de suite, et surtout de quoi il est fait, de quoi il est constitué. Et puis également quelle est sa courbure, quelle est sa taille, est-il fini, est-il infini. Voilà. Donc récapitulons les 12 derniers résultats. L'âge de l'univers, c'est 13,81 milliards d'années. Rien d'étonnant, tout ça c'était attendu dès les années 1930, compris entre 10 et 20, donc on a aujourd'hui 13,81. Plus intéressant, et peut-être a priori peut-être plus surprenant, de quoi est rempli l'univers pour avoir vibré de la façon dont on observe qu'il a vibré dans le rayonnement fossile. Alors on pourrait a priori penser que l'univers est rempli d'étoiles, de galaxies, c'est-à-dire d'atomes, etc., etc. Et on sait aujourd'hui en fait, que l'ensemble de toutes les étoiles, toute la matière lumineuse dans l'univers, le gaz, etc., ne représente que 0,5%. Imaginez bien, 0,5%. Du camembert total. Là, c'est une tranche de camembert, une tranche de gâteau. Voilà. Donc, ce sont à peu près quelques centaines de milliards de galaxies qui constituent l'univers dit observable aujourd'hui, qui ne représentent en fait que cette portion-là. Alors, bon, il y a de la lumière à l'état pur, par exemple le rayonnement fossile, alors ça en représente encore moins. Alors, qu'est-ce que c'est le reste? Il y a des neutrinos dans l'univers, voilà, ce sont des particules élémentaires, je ne peux pas vous en parler, mais ça joue un rôle extrêmement important, et il y a autant de neutrinos, de densité d'énergie sur les neutrinos, que se forme de l'ensemble de toute la matière lumineuse dans l'univers. Bon, ça veut dire que tout le reste, c'est de la matière noire, ou de l'énergie sombre. Alors cette matière noire, ça peut être de la matière noire ordinaire, c'est-à-dire faite comme nous, comme les étoiles d'atomes. On appelle ça la matière noire atomique. On pense qu'il y en a à peu près 10 fois plus que de matière lumineuse. Ça veut dire que quand vous regardez un cliché astronomique comme celui-là, vous voyez la partie lumineuse, la partie émergée de l'iceberg, mais en fait dessous, il y a 10 fois plus de masse
ordinaire, c'est-à-dire faite d'atomes. Alors c'est quoi? C'est du gaz extrêmement froid, un peu de trou noir, mais c'est pas ça qui explique, des nœuds brunes, c'est-à-dire des étoiles trop petites pour briller, tout un ensemble de candidats pour expliquer cette matière noire atomique. Et malgré tout, il y a des observations et des contraintes qui disent que ça ne peut pas dépasser 4% du total. Ça veut dire que l'essentiel du contenu matériel de l'univers, c'est pas atomique. Voilà. Et donc on appelle ça tout simplement la matière noire non atomique, et censé représenter 27%. En tout cas, ce sont des valeurs, des portions qui sont aujourd'hui capables d'expliquer la structure détaillée du rayonnement fossile observé aujourd'hui. Ce sont des proportions également, je précise, qui varient au cours du temps. Ce sont les proportions de l'univers aujourd'hui, elles varient au cours du temps. Bref, matière noire non atomique, alors rien d'extravagant non plus. La matière atomique, c'est jamais que des protons ou des neutrons. Bon, les électrons, ça ne compte pas trop parce qu'ils n'ont pratiquement pas de masse. Et vous savez très bien qu'il existe une flopée de particules élémentaires qui ne sont pas des protons et des neutrons. Donc, ce n'est pas des particules de matière non atomique. En particulier, certaines qu'on fabrique artificiellement dans les accélérateurs de particules. Le Big Bang a été une forme d'accélérateur, une sorte d'accélérateur de particules naturelles. Il a produit une flopée de particules élémentaires massives au tout début. Et ce sont des candidats possibles pour cette matière noire non atomique. Il manque encore l'essentiel, les 2 tiers. C'est plus de la matière, c'est de l'énergie à l'état pur, on appelle la dark energy, l'énergie sombre, 68%. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette forme d'énergie, en fait, ça peut être tout simplement interprété comme la constante cosmologique, parce que c'est une forme d'énergie qui est antigravitante, elle est répulsive. Si on remplissait l'espace de cette forme d'énergie, l'espace va avoir tendance à se dilater. Alors que si vous le remplissez de matière, si vous mettez beaucoup de matière dans une cube d'espace, et au moment où vous fabriquez un trou noir, l'espace va se contracter. C'est l'effet de la gravité. Voilà. Et si vous remplissez le cube d'espace non pas d'antimatière, hein, c'est pas du tout ça, de forme d'énergie sombre, l'espace va se dilater. Et le résultat des courses, c'est qu'on pense aujourd'hui, parmi les alternatives, les différents modèles de Big Bang possibles, on pense aujourd'hui que nous sommes dans un modèle d'univers en expansion accélérée. En tout cas actuellement accéléré, parce que c'est dominé par cette forme d'énergie sombre. Voilà. Mais comme je vous le disais, ces proportions ont varié au cours du temps. Donc au début de l'histoire de l'univers, c'est la matière qui l'emportait, donc la gravité, donc ça ralentissait. Et puis au bout de 5 à 6 milliards d'années, les proportions ont commencé à changer. C'est l'énergie sombre antigravitante qui commence à l'emporter. Et donc l'accélération, nous sommes dans une phase d'accélération. Voilà. Donc ça, c'est le modèle standard de la cosmologie. Évidemment, on ignore encore plein de choses, c'est-à-dire est-ce que cette accélération va se poursuivre à jamais? On ne le sait pas, parce que tout ça, ça est différent de la relativité générale, enfin, qui va en fait généraliser la relativité générale en incluant les phénomènes de la physique quantique, on appelle ça donc des théories de gravitation quantique, qui sont liées évidemment aux théories d'unification des interactions fondamentales, puisque vous savez, j'en parlerai, qu'il y a 4 interactions fondamentales. Il y a la gravitation, qui est décrite par la relativité générale, et puis les 3 autres interactions, interaction électromagnétique, interaction nucléaire forte et faible, sont décrites par la mécanique quantique. Voilà. Et quand on essaie de les marier ensemble, pour décrire par exemple ce qui peut se passer au moment du Big Bang ou au fond d'un trou noir, c'est la catastrophe. Donc il faut innover et élaborer de nouvelles théories de gravitation quantique, et je vais essayer de vous dire un mot de tout cela. Alors, un premier mot sur l'incomplétude de la relativité générale à très grande échelle, c'est-à-dire le fait que ça n'incorpore pas les informations de la topologie. Ben, je rappelle, voilà, un petit peu les équations d'Einstein, les solutions des équations d'Einstein, ça s'appelle les métriques. Donc on a cette petite formule mathématique là, que vous voyez là, c'est en fait la généralisation du théorème de Pythagore par exemple, hein, le carré du hypoténuse, c'est-à-dire la somme des carrés des côtés. Ici c'est plus compliqué, on est dans l'espace-temps, il y a un peu plus de composantes, mais grosso modo c'est la généralisation du théorème de Pythagore. Bien, voilà. Et ça, la relativité ne nous dit pas plus que ça. Après c'est déjà énorme, hein, évidemment, mais ça ne nous dit pas si le théorème de Pythagore, si le triangle par exemple, le rectangle de Pythagore, il est sur un bout de plan ou à la surface d'un cylindre. Absolument, la surface d'un cylindre, hein, prenez un cylindre, hein, et vous prenez une feuille de papier qui est un plan, vous en faites un rond, vous avez un cylindre. Vous tracez un triangle équilatéral dessus, et le théorème de Pythagore est exactement vérifié. Hein, voilà. Donc vous pouvez dire que votre espace, il est localement plat, et localement euclidien, mais globalement, il est plus euclidien, le cylindre, c'est pas un plan infini, hein, il est fermé dans une direction. Voilà. C'est ça la topologie. Bien. Eh bien, le premier à faire remarquer ça, c'est Alexander Friedman, qui avait fait remarquer que la métrique et les solutions des équations d'Einstein, la métrique de l'espace-temps, ne déterminaient pas les propriétés globales de l'espace-temps, et notamment ne disaient pas si l'espace était fini ou infini. Et je sais si c'est une vieille question de la cosmologie, le fait que l'espace soit fini ou infini. Voilà. Alors, donc après,
on se pose la question, donc, quelle est finalement la taille et la forme de l'univers. Bon, je vais essayer d'être très bref là-dessus, parce que je voulais parler plutôt de l'autre aspect, même si c'est mon sujet de prédilection. La taille et la forme de l'univers, donc, première hypothèse, bon, l'univers observable, lui, il est fini forcément, parce qu'il est limité par un horizon, il est au centre, par construction. Et c'est pas le vrai univers. L'univers physique, lui, c'est quoi par rapport à l'univers observable? Pour lui dire, il est infini. Hein, voilà, bon, c'est fini. Bon, ok, on ne pourra jamais le prouver. La théorie nous propose l'hypothèse, la possibilité de l'univers fini, sans voir, par exemple, l'univers stellaire, plus grande également que l'univers visible. Tout à fait possible, peut-être que si c'est trop grand, on ne pourra jamais le prouver. Et puis moi, j'ai beaucoup travaillé avec après, les collaborateurs que j'ai entraînés dans cette aventure sur des modèles d'univers fini, sans bornes, qui sont plus petits que l'univers visible. Et ça paraît absurde au départ, mais c'est tout à fait cohérent mathématiquement. Et on peut on peut montrer que par des constructions topologiques simples, on peut créer des illusions d'optique, qu'on appelle des mirages topologiques. Dès lors qu'on introduit des propriétés de connectivité particulières de l'espace, vous allez vous transformer en plan en un cylindre en un tore plat, et vous démultipliez automatiquement les trajets des rayons lumineux, c'est-à-dire une ligne droite entre deux points. Et donc, à un point donné de l'espace, vous observez une autre source de lumière, au lieu d'en recevoir un seul rayon lumineux, vous en recevez plein, parce qu'ils ont fait des tours de l'univers. Voilà. Alors j'ai développé avec vos collaborateurs dans ce modèle d'univers qu'on appelle les univers chiffonnés, qui donne donc ces effets un petit peu d'illusion. Ça marche pour moi. Ah oui. Voilà. Je dirige vers là, vers Stéphane. Ça marche. Voilà, où on a un espace réel qui est en fait fini, enfin un espace physique, il est fini sans bord, et l'espace observé est éventuellement plus grand que l'espace réel en produisant donc des images fantômes. Voilà. Alors on peut mettre à l'épreuve après ces modèles. Je vois si les piles ne sont pas épuisées parce que ça marche de moins en moins. Ça ne marche plus. Voilà. Bon. Alors, bon allez. Ça c'est l'animation. Je peux arriver à la faire marcher. Ça, c'est une animation faite avec mon collaborateur, le mathématicien américain Jeffries, où on observe une simulation mathématique d'un espace chiffonné un peu particulier qu'on appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, où la structure fondamentale de l'espace est un dodécaèdre. On met ici un seul objet qui est la Terre au centre du dodécaèdre et on calcule l'illusion optique, le mirage topologique, où on voit en fait un grand nombre de terres qui sont dupliquées, simplement par la démultiplication des rayons lumineux. Voilà. Donc évidemment, il n'est pas question que l'espace réel ressemble exactement à ça, c'est-à-dire aussi petit avec autant d'images multiples, mais on a une hypothèse, on va revenir sur le transparent là. En 2003, suite à des observations particulières du rayonnement fossile, on a émis l'hypothèse théorique que la structure de l'espace pouvait être en fait de cette nature-là, un espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, qui ressemble comme ça à un ballon de football. Enfin, c'est évidemment pas du tout un ballon de football. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant. Et ça donne une illusion d'optique qui, à l'époque où on avait fait ces calculs, avait la vertu d'expliquer pas mal de choses un petit peu bizarres qui étaient observées dans le rayonnement fossile. On avait fait la une de la revue Nature en 2003. Il y a eu beaucoup de débats depuis. 12 ans se sont écoulés et ces hypothèses sont toujours à être vérifiées, à être testées par des observations toujours plus fines. Voilà. Donc la question reste ouverte. Alors je voudrais maintenant finir sur la partie un peu plus technique mais plus intéressante, au-delà de la relativité générale, vers du côté de l'infiniment petit. Donc il y a des symboles mathématiques qui ne sont pas correctement apparus, mais ça c'est le transfert du Mac au PC, il y a des clés, peu importe, vous avez reconnu ici l'équation de Schrödinger. Bon, en bas. Alors ici vous avez les deux grands piliers de la physique d'aujourd'hui, la relativité générale physique de la gravitation, la mécanique quantique qui décrit les interactions, les autres interactions fondamentales. Élaborer la structure de la atomique, etc., régie par un système d'équations extraordinairement efficace aussi, l'équation de Schrödinger, principe des circuits de Heisenberg, mais radicalement différent des équations de la relativité générale. Elles marchent très bien dans leur domaine respectif, et en général, on s'en satisfait, sauf que dans le cas de ce qui peut se passer au fond d'un trou noir ou au moment du Big Bang, il faut mettre évidemment les deux ensemble. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on met les deux ensemble, a priori comme ça ne marche pas du tout parce que ça se fait dans un cadre conceptuel complètement différent. De façon un petit peu très imagée, j'aime bien les rapports entre l'art et la science, on peut dire que la relativité générale serait décrite par un paysage à la Salvador Dali. Vous voyez, c'est un paysage qui reste lisse, il est courbé, vous voyez le temps, les fameuses montres molles, c'est l'élasticité du temps, etc. Vous avez des structures géométriques intéressantes, les dodécaèdres, etc. Voilà.
l'espace quelque part de la mécanique quantique, lui, serait plutôt un tableau à la Seurat, un tableau pointilliste. Hein. Voilà, il y a un certain flou qui est introduit. Mais après, évidemment, quand on va passer à l'échelle macroscopique, ce flou disparaît et on retrouve les lois de la physique ordinaire. Voilà. Bon, évidemment, c'est métaphorique, mais c'est un petit peu... l'idée, c'est un petit peu ça. Alors, pourquoi faut-il une théorie de la gravitation quantique? Parce que je vous le disais au début, on connaît aujourd'hui 4 interactions fondamentales qui régissent l'ensemble de tous les processus physiques. La gravitation est régie par la relativité générale, ici, et puis vous avez les électromagnétismes, l'interaction forte et l'interaction faible, l'interaction nucléaire, donc, qui sont toutes les trois décrites par ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, le développement de la mécanique quantique. Bien. Alors 4, c'est 3 de trop, peut-être, pour les physiciens qui rêvent toujours d'unifier toutes les choses, d'avoir une sorte de théorie ultime où il y aurait une seule superforce qui expliquerait tous les phénomènes de la nature. Alors le problème, c'est qu'à basse énergie, aujourd'hui, il y en a bien 4 qui sont différentes, qui obéissent à des formalismes différents. Voilà. Mais on s'est dit, dans les années 30-40, que si on monte en énergie, peut-être que ces forces s'unifient. Or, justement, qu'est-ce que fait le Big Bang? Quand on s'approche, quand on remonte le fil en l'air, s'approche vers le Big Bang, la température moyenne de l'univers augmente, tend quasiment vers l'infini. Et donc on se dit que peut-être, finalement, le Big Bang réalise naturellement l'unification des interactions fondamentales. Alors, ce pari, parce qu'au départ c'était un pari théorique, a été partiellement réalisé. On a recréé artificiellement, dans les expériences du CERN, les énergies auxquelles était prédite le premier couplage, la première fusion, la première unification entre l'interaction électromagnétique et l'interaction nucléaire faible. Donc ce sont les fameux travaux de Weinberg, Salam, Glashow, etc., Nobel, qui après vérifiés par les expériences au CERN avec l'apparition des phénomènes des particules élémentaires prédites par cette première unification. Et dans les vraies histoires de l'univers, si on met des chiffres, des températures, des temps, etc., ce truc-là a dû se dérouler à peu près à un 10 milliardième de seconde après le début du Big Bang, à une époque où il faisait 1 million de milliards de degrés, 10 puissance 15 degrés dans l'univers. C'est ce qu'on a réussi à recréer au CERN. Maintenant, on va aller au-delà, extrapoler au-delà pour aller vers les théories de gravitation quantique. Voilà, on a des modèles théoriques. Alors, entre l'expérience du CERN et les modèles théoriques, on a ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui essaie d'expliquer l'unification jusque-là. Voilà. Mais pas la gravitation quantique. Et pour réellement unifier les 4, il faut passer à la phase ultime, et là on arrive réellement aux limites de la physique. Alors c'est le Graal de la physique d'aujourd'hui, comme vous le savez, en tout cas de la physique théorique, arriver à élaborer une théorie de la gravitation quantique cohérente, dont la relativité générale et la mécanique quantique ne seraient finalement que des approximations dans certains régimes. Voilà. Bien. Alors, a priori, ouais. Bon, on va laisser tomber ça. Le modèle standard de la physique des particules. Non, pas a priori. Voilà. Ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, c'est avant de faire la théorie de la gravitation quantique. C'est déjà un premier exploit d'unification, parce qu'on a réussi à regrouper les centaines, voire les milliers de particules élémentaires connues dans l'univers ou fabriquées artificiellement, en essentiellement 2 familles. Une famille qu'on appelle les fermions, qui sont toutes les particules qui sont soumises aux interactions, et une famille qu'on appelle les bosons, qui sont les particules qui véhiculent ces interactions-là. Alors, par exemple, le photon, c'est le boson de l'interaction électromagnétique, puisque c'est la particule de lumière, et ainsi de suite. Bien. Voilà. Et donc finalement, on peut regrouper l'ensemble de toutes les particules connues en à peu près 18 types de particules. Voilà. Bon. Puis il y en a une qui pose le problème là-dedans, c'est le graviton, qui est censé être la particule qui véhiculerait la gravitation. Alors le modèle standard ne comprend pas le graviton. Donc la gravité quantique consiste à essayer d'incorporer une description du graviton au modèle standard de la physique des particules. Alors, la physique des particules, vous savez qu'on la teste actuellement au CERN avec les accélérateurs de particules, et on fait donc dans les expériences des grands collisionneurs, on recrée ces conditions d'unification possible, et comme vous le savez, donc les travaux purement théoriques de Higgs, Engler et Moon ont été couronnés de succès avec un phénomène avec. Mais ce qui est intéressant, et je finis, je promets, c'est d'aller encore au-delà, évidemment, de ce modèle standard. Et là, au-delà, on est dans la spéculation théorique, qui est à mon sens la plus intéressante de toutes,
Voilà. Alors il y a deux solutions possibles. Hein. Soit on va se placer plutôt dans l'esprit de la relativité générale, c'est-à-dire on va dire qu'en fait tous les champs quantiques se réduisent en fait à la pure géométrie. De la même façon que la gravitation c'est de la géométrie comme de l'espace-temps, on va dire que tous les champs de force c'est de la géométrie. Ça s'appelle la gravitation quantique à boucle. Première approche. Deuxième approche, beaucoup plus connue, parce qu'elle a beaucoup plus été étudiée, c'est pas forcément la bonne, c'est l'inverse. C'est plutôt les mécaniciens quantiques qui ramènent tout à leur discipline, et donc y compris la gravité. Et donc on va décrire aussi la gravité et le graviton comme une particule dans la théorie quantique des champs, etc. Et comme ça ne marche pas en théorie quantique des champs, on généralise et on invente les théories qu'on appelle les théories des cordes, les théories des supercordes et les théories des brades. Voilà, donc ce sont deux voies a priori radicalement différentes pour tenter d'élaborer les théories de la gravitation quantique. Un mot sur la théorie des cordes. Hein. L'idée de base, c'est que les constituants fondamentaux de la matière, ce n'est pas des particules ponctuelles, ce sont des objets unidimensionnels qui vibrent, c'est-à-dire des bouts d'espace à une dimension très petite qui sont des cordes, il y en a qui sont ouvertes et il y en a qui sont fermées. On réduit l'ensemble de toutes les particules élémentaires de l'univers à deux familles, les cordes ouvertes et les cordes fermées. Et ce sont les modes vibratoires de la corde qui disent que cette corde est tantôt un photon, tantôt un électron, tantôt un proton. Finalement, c'est le même objet fondamental, une corde. Donc c'est très beau comme idée, hein, de tout faire vibrer dans l'univers pour expliquer la matière et l'énergie, mais il y a un prix à payer pour que ça marche. Sur le plan mathématique, en tout cas, ça ne marche pas dans l'espace-temps ordinaire à 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. Il faut rajouter au moins 6 dimensions d'espace, donc des dimensions supplémentaires. Premier prix à payer, et deuxième prix à payer, il n'y a pas une théorie des cordes, il y en a 10 puissance 500. Et c'est un peu difficile de les tester, une à une. Voilà. D'autant qu'en plus, ça fonctionne dans des régimes d'énergie totalement inaccessibles. Alors, il y a des problèmes quand même vachement intéressants dans la théorie des cordes. Le fait que la structure des dimensions supplémentaires, on rajoute des petits espaces, si vous voulez, avec des topologies différentes. Et à chaque topologie que l'on rajoute, ça peut être, si on rajoute juste que 2 dimensions, sur la base de l'espace-temps, ça peut être une sphère. Mais ça peut être aussi, par exemple, un tore, ou ça peut être des choses plus compliquées qu'on appelle une espèce de Calabi-Yau, et à chaque fois, vous changez complètement votre description de l'univers. C'est pour ça qu'il y a 10 puissance 500 théorie des cordes. Voilà. Et en théorie, j'ai fini, hein, rassurez-vous, en théorie de la gravitation quantique à boucle, l'alternative qui est notamment beaucoup étudiée en France. La France, c'est le leader de cette recherche, et notamment à Marseille, dans l'autre labo où je suis. J'ai 3 labos. Le troisième, c'est le centre de physique théorique à l'université de Lumini de Marseille. Et quelqu'un qui s'appelle Carlo Rovelli et ses collaborateurs qui ont fait faire des progrès considérables à cette approche de la gravitation quantique à boucle, qui consiste en fait à totalement quantifier l'espace et le temps lui-même. C'est quantifier la gravitation. On va quantifier l'espace et le temps. Quantifier, c'est de dire que finalement, il n'y a pas des objets infiniment petits. Donc il y a des grains d'espace irréductibles, c'est l'équivalent d'atomes d'espace et des atomes de temps. Et alors, donc on a redécrit complètement mathématiquement la structure infinitésimale de l'espace-temps sous forme d'un réseau discret, cette fois-ci, d'atomes d'espace et de temps. Et les relations entre les réseaux, ben, c'est des interactions entre les particules. Alors, c'est des formalismes mathématiques extrêmement complexes et fascinants. Et j'ai mis à droite, et ce n'est pas pour rien, j'ai mis à droite en fait une vue d'artiste d'un réseau de neurones. Parce que figurez-vous que la modélisation, les formalismes mathématiques qui sont développés pour la théorie de gravitation quantique, qu'on appelle des réseaux de spin, qui ont été développés notamment par Penrose, commencent à servir dans les neurosciences pour décrire la structure de cerveau, pour décrire la pensée tout simplement, avec donc les neurones qui seraient l'équivalent des atomes d'espace et puis les interactions entre tout ça. Voilà. Et pour finir, alors j'ai vraiment fini, voilà. Les vertus de toutes ces approches-là, on ne sait pas encore quelle est la bonne. Moi j'ai une préférence pour la gravité quantique à boucle, mais ça n'empêche pas d'être fasciné par la théorie des cordes, je vais l'écrire en gros papier d'ailleurs, c'est que en fait, ça supprime également le problème de la singularité initiale. Le Big Bang n'est plus nécessairement le temps zéro de l'univers, et on commence à élaborer des scénarios d'avant Big Bang, et notamment, dans certains scénarios, on a un univers préexistant dans notre propre univers, qui était en contraction, et au lieu de s'évanouir dans une singularité, c'est impossible en théorie de la gravité quantique à boucle, parce qu'il n'y a pas de singularité, il y a un rebond. La gravitation s'inverse, c'est un petit peu comme si l'espace se butait sur l'atome irréductible. L'espace ne peut pas devenir infiniment petit, et la gravitation s'inverse, c'est ça qu'on dit, et on entre dans la phase actuelle donc, de notre univers. Donc on supprime le début provisoire du temps au Big Bang, mais après on ne supprime pas la question qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Donc ça reste évidemment encore des questions qui restent pour l'instant inaccessibles, mais on travaille vers ça. Voilà, j'étais un peu long, je suis désolé, je pense qu'il reste un tout petit peu de temps pour les questions. Vous savez que j'ai écrit beaucoup de livres de semi-vulgarisation.
Et si vous voulez développer les sujets que j'ai abordés là, vous pouvez vous procurer ces ouvrages. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre. On n'a qu'un seul micro, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On a à peu près 10-15 minutes pour les questions. Moi j'en ai une pour démarrer. La mission Planck, est-ce qu'elle a permis de conforter une théorie plutôt qu'une autre, une forme d'univers plutôt qu'une autre, parce qu'on a dépensé beaucoup de calculs, beaucoup de temps là-dessus? Ouais, donc la mission Planck, c'est la mission qui a fourni la carte du possible que je montrais avec une grande finesse, qui a évidemment donc permis d'affiner considérablement les paramètres cosmologiques, et notamment donc sur la question de la topologie de l'univers. Elle a pu mettre à l'épreuve certains des modèles d'univers que nous avions proposés, notamment l'espace sphérique de Poincaré, qui apparemment dans les analyses récentes, même si encore un peu des controverses entre différentes équipes, c'est pas plus forcément le bon modèle, le meilleur modèle pour expliquer les détails du rayonnement possible, mais il y a d'autres topologies plus compliquées, qu'on a expliquées dans nos articles techniques, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui peuvent encore faire office de modèle sur la forme de l'univers. Voilà. Donc ça veut dire que les observations ne permettent pas définitivement de trancher sur, de trancher sur le l'univers. Et alors, Euclide, ce sera pour l'énergie noire, l'énergie sombre. Et ça, c'est totalement indépendant de la topologie de l'univers. Voilà. Ce que également, dans certaines interprétations, qui ne sont pas forcément partagées par tous, nous dit les observations, les analyses des données de Planck, beaucoup pensent que ça confirme, je pense que c'est un peu excessif dès que ça confirme, beaucoup le disent que ça confirme un scénario qu'on appelle le scénario d'inflation, c'est-à-dire une phase première de l'univers extrêmement jeune, une phase où il aurait connu une expansion accélérée à une vitesse extraordinairement grande, en vertu de certaines propriétés particulières, et certains physiciens disent qu'on voit des traces de l'inflation dans l'horizon possible, mais ça, ce sont des interprétations sujettes à discussion. Ok, des questions? Levez la main. Oui, monsieur. Parlez fort, s'il vous plaît. Une petite question simple. Je suis émerveillé par Georges Lemaître. Je serais pensé pour les plus connus. Et accessoirement, on n'entend rien avec le été aussi important. Attendez, stop. Recommencez, parlez dans le micro. Oui, je suis admiratif devant Georges Lemaître. Et je ne savais pas, pourtant je m'intéresse un peu à ça, à quel point il avait été génial en parallèle avec Einstein, et même aussi génial peut-être. Et accessoirement, je croyais que Friedman avait fait le même parcours, sur le près équivalent. Alors Friedman a très légèrement précédé Georges Lemaître, puisque donc le premier calcul de Friedman découvrant les modèles de l'univers d'expansion-contraction, date des années 1922-1923. Friedman s'est heurté immédiatement dans l'opposition d'Einstein, je ne l'ai pas dit, mais Einstein, père de la relativité générale, a beaucoup travaillé après, et également l'un des pères de la physique quantique, s'est beaucoup après opposé à certains développements de ces idées dont il avait la paternité. Donc il s'est opposé à l'idée, momentanément en tout cas, de l'univers en expansion, de l'univers dynamique, il s'est opposé à la théorie des trous noirs, et puis s'opposera après à certains développements de la physique quantique. Donc, les limitations normales et rassurantes des grands génies de la science également. Bon. Alors, mais il faut d'autres continuateurs et d'autres génies. Voilà, et Friedman et Lemaître font partie de ces génies. Friedman, je raconte tout ça effectivement dans le livre que j'ai mentionné pour la mention du Big Bang. Friedman, il est mort prématurément en 1925. Jusqu'où serait-il allé, effectivement, s'il avait pu survivre? Il est mort, il était météorologiste, et il est mort, il a attrapé une pneumonie lors d'une ascension en ballon. Il avait moins de 40 ans. Voilà. Et donc il n'a pas pu développer, il est ingénieux. Et d'une part, et d'autre part, Friedman ne pouvait pas quitter l'Union soviétique, il n'avait pas accès aux observations astronomiques, et donc ses calculs étaient des calculs mathématiques, et Friedman disait, je ne peux pas dire que ça puisse réellement décrire l'univers réel, parce que je n'ai pas de données astronomiques. Lemaître, lui, belge, il a eu la chance d'aller faire sa thèse, une partie de sa thèse aux États-Unis, et il a eu accès aux observations des astronomes américains, de Hubble et des autres, etc. Et comme c'est également un génie mathématique, il a fait le lien, et c'est lui le premier qui a fait le lien entre les observations astronomiques et les mathématiques de la relativité générale, et c'est lui qui a réellement poussé complètement, et c'est le vrai père du Big Bang moderne, c'est lui, puisqu'il est allé
plus loin avec l'interprétation de la constance cosmologique comme l'énergie vide, etc. Et il s'est disputé quasiment toute sa vie, très aimablement, mais avec beaucoup d'admiration, avec Einstein. Notamment, Einstein disait, oui, une phrase célèbre, Einstein disait, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie, c'est d'avoir introduit la constance cosmologique. Parce qu'il avait introduit pour mauvaise raison. Il avait introduit initialement pour forcer son modèle lunaire à être statique. Et après, il a été bien obligé de reconnaître qu'avec les observations des astronomes américains, l'univers n'était pas statique. Donc il a dit, j'ai fait une bêtise, je m'arrête de faire de la cosmologie. Et le mec n'arrêtait pas de lui dire, mais mon cher professeur Einstein, c'est peut-être votre plus grande idée. Donc évidemment, je n'étais pas très d'accord sur cette question-là. Question de monsieur. Le Big Bang suivant, est-ce que c'est pas une contraction suite à une expansion? Donc l'univers serait toujours, on n'aurait jamais commencé. Expansion, contraction, contraction. Alors, dans le tout premier modèle calculé par Friedman, on parlait en 1922, où il imaginait un modèle, un univers en expansion-contraction, il avait imaginé le modèle qu'on appelait plus tard l'univers Phénix, c'est-à-dire que la contraction finale, on appelait plus tard un Big Crunch, ne marquait pas nécessairement la fin, mais pouvait marquer une phase de rebond, et donc il avait imaginé une série d'arches qui se répétaient, un univers répétitif. Puisqu'il lisait, il était un petit peu mystique, il lisait aussi des philosophies orientales dans lesquelles il y a des descriptions cosmogoniques, le souffle de Brahma qui crée l'univers à intervalles réguliers. Voilà. Friedman était aussi là-dedans, hein, ça fait partie aussi de choses intéressantes, avec des scales dans le cerveau, également des grands génies de la science. Et donc il a imaginé cette possibilité de rebond. Bon, alors en fait, bon, ça ne marche pas, c'est d'ailleurs le maître qui a montré que ça ne marche pas, mais aujourd'hui, et ça je lui ai dit à la fin, dans les théories de gravitation quantique, l'idée a ressurgi sous une autre forme. Il ne peut plus y avoir vraiment de Big Bang et de Big Crunch au sens strict du terme, c'est-à-dire en tant que singularité. C'est éliminé par la quantification des champs gravitationnels, mais c'est remplacé par des phases de rebond. Et donc on peut avoir effectivement, comme je l'ai dit, un univers en contraction. Au lieu de disparaître dans un Big Crunch, il rebondit, il donne naissance à un nouveau cycle d'univers. Mais les cycles, ce n'est pas des cycles qui se répètent, ce n'est pas des univers qui se ressemblent. Parce que quelque part, dans la phase de rebond, la physique quantique reprocesse. On rebat les cartes. C'est comme vous avez un jeu de cartes, si vous voulez. Et à chaque fois, le jeu de cartes est rebattu. Et donc les paramètres de la physique sont changés. Et les univers qui sont censés éventuellement se succéder n'ont pas les mêmes propriétés. Actuellement, on est bloqué par la singularité du Big Bang. Oui. Alors justement, actuellement, effectivement, la relativité classique bute sur l'éventuelle singularité du début, mais justement, les théories que l'on développe aujourd'hui, au-delà de la relativité, éliminent cette singularité et permettent de commencer à explorer, au moins intellectuellement, pas encore expérimentalement, ce qui a pu se passer avant le Big Bang. Monsieur, Ouais. Je veux savoir si les expériences sont prévues. Je répéterai la question pour tout le monde aussi. Les expériences sont prévues à grande distance pour regarder si la somme des angles d'un triangle sont supérieures ou inférieures à 2 droites. Oui. Oui. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut effectivement faire des mesures géométriques à très grande distance pour voir si la somme d'un gigantesque triangle obéit aux lois de la géométrie euclidienne, 180 degrés, ou est-ce que c'est supérieur, auquel cas c'est une géométrie non euclidienne sphérique, ou inférieur, auquel cas c'est hyperbolique. Ben oui, c'est absolument ce qui est fait justement avec l'observation du rayonnement fossile. On observe certaines structures dans le rayonnement fossile, on mesure l'échelle angulaire de ces structures-là, on connaît la distance qui nous sépare de cette structure-là, donc on a un immense triangle. Base sur observateur, et la petite base, le grumeau, dans le rayonnement fossile. Et on va faire une mesure de l'angle. Et aujourd'hui, les résultats nous disent qu'en fait, le triangle, il est très 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 proche d'être euclidien. C'est-à-dire que l'espace, il est courbé, mais sans doute très faiblement. Voilà, donc ça se mesure par le fait que le paramètre de densité, comme on dit, il est très proche de la valeur critique, c'est-à-dire très proche de la valeur euclidienne. une dernière question, monsieur. Après, on est obligé de... Après, il y a les chiens qui sont lâchés. Oui, C'est ça, je crois. monsieur. L'espace se dilate et les galaxies ne font que le suivre dans sa dilatation. Pourquoi les galaxies ne se dilatent-elles pas? Est-ce que l'espace-temps n'est pas la matière même de Je suis pas sûr de couper la question. Est-ce que les galaxies Les galaxies suivent la dilatation de l'espace-temps? Oui, bien sûr. Oui, le vrai substrat, c'est l'espace-temps. Et il y a les objets dans le substrat qui épousent effectivement l'évolution du substrat. Oui.
Ah oui, excellente question, bien sûr. Oui, ben, en fait, parce que ce facteur de dilatation de l'espace dépend de l'échelle. Et à l'échelle des petites structures, galaxies, même amas de galaxies, ce phénomène de dilatation de l'espace, il est totalement dépassé, surpassé par les phénomènes locaux gravitationnels qui ont tendance au contraire à rassembler la matière. Voilà, c'est pour ça qu'actuellement, ça se mesure, hein, ça s'appelle le paramètre, le taux d'expansion de l'univers, il se mesure en kilomètres par seconde par unité de séparation, qu'on appelle le mégaparsec, grosso modo 3 millions d'années-lumière. Aujourd'hui, la vitesse d'expansion de l'univers, c'est 75 km par seconde par mégaparsec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux objets séparés de 1 mégaparsec, c'est-à-dire 3 millions d'années-lumière à peu près, ils sont séparés automatiquement par la dilatation du tissu de l'espace à une vitesse de 75 km par seconde. D'accord? Bon, 75 km par seconde, c'est une petite vitesse. Ça veut dire qu'à cette échelle-là, n'importe quel phénomène gravitationnel induit des vitesses plus grandes. Donc à l'échelle de 3 millions d'années-lumière, on ne se rend absolument pas compte de l'expansion de l'univers. Et déjà, 3 millions d'années-lumière, c'est plus grand que la taille d'une galaxie. Donc c'est pour ça que les galaxies ne se dilatent pas. Et pour voir réellement se manifester l'expansion de l'espace, il faut passer à des échelles d'au moins 100 millions d'années-lumière. Et à partir de là, les vitesses d'expansion spatiale sont de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, et c'est des vitesses qui finissent par dépasser tous les mouvements gravitationnels locaux. C'est une question très importante, en fait, parce que souvent il y a cette confusion dans l'esprit des gens qui disent « Mais alors si l'univers se dilate, pourquoi la Terre ne se dilate pas? Pourquoi le système solaire ne se dilate pas ?» Ma seule réponse... Bon. Il n'est pas glissant du tout. La seule réponse, c'est en fait, elle est tout à fait liée à la question précédente. Dans les livres de Ferrat-Bogdanov, ils osent écrire que le système solaire et la galaxie se dilatent à cause de l'expansion de l'espace. Ah, voilà. Donc, ben, ça arrive à la question. Ça veut dire qu'elle ne comprennent absolument rien en relativité. Voilà. Bon. On remercie beaucoup Jean-Pierre Luminet. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Justement, on a parlé de relativité générale. Mais il faut savoir comment on doit la tester, comment on peut la tester. Et c'est Gilles Esposito-Farez de l'IAP qui va nous parler. Alors, bon retour. Voilà. Et attention aux chiens en sortant.